Donc sans plus attendre, je vais laisser la scène à Luc qui va nous décrypter l'IA et ouvrir un petit peu le capot. Merci Cédric, bonjour à tous. Nous allons commencer par une petite séquence hollywoodienne. Il faut qu'on brise la glace. Tu sais ce que je veux dire par là? Oui, je sais. Qu'est-ce que je veux dire? Dissiper la gêne au début d'une relation. T'es comme une machine en dessous, n'est-ce pas? Mais comme vivant à l'extérieur. Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. Il m'est même arrivé de rêver. Les êtres humains rêvent en dormant. Même les chiens peuvent rêver, mais pas vous. Vous n'êtes que des machines. Une imitation de ce qui est vivant. C'est une montre. C'est une montre. Montre. Le 7e art et tous les autres ont toujours vraiment stimulé avec beaucoup d'émotion notre imaginaire et aussi notre culture sur les nouvelles technologies, si bien que si aujourd'hui je prononce les mots intelligence artificielle, on est nombreux à projeter justement l'image d'un robot humanoïde. Alors beaucoup de scientifiques vous mettront en garde, à juste titre, contre cette projection anthropomorphique, car elle est à la fois dangereuse et incomplète, mais il faut quand même avouer que depuis tout temps, et notamment depuis l'avènement de l'informatique, nous n'avons cessé de façonner des machines à notre image et à nos capacités. Donc je trouve que c'est quand même aujourd'hui une bonne illustration pour démarrer une définition de ce qu'on attend aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Comme le dit plus ou moins Will Smith, on peut voir l'IA comme une imitation, une simulation de nos capacités à la fois cognitives et sensorielles. Cette machine, ce robot par exemple, il a en effet une caméra avec laquelle il va pouvoir nous voir et percevoir son environnement. On va parler là d'une discipline de l'IA. Avec le micro, il va pouvoir aussi nous entendre. On parle là d'une autre discipline de l'IA qui est la reconnaissance vocale et cette capacité pour la machine de retranscrire notre voix au format texte. Texte que la machine peut aussi comprendre via une autre discipline qui est le traitement automatique du langage. La machine va ensuite nous répondre via de la synthèse vocale et il peut aussi, s'il est robotisé comme celui-ci, se mouvoir et interagir avec notre environnement. On parle de deux autres disciplines qui sont la navigation autonome et l'appréhension autonome d'objets. On a là, pas toutes les disciplines de l'IA, mais en tout cas les plus populaires. Il y a énormément aujourd'hui d'applications dans notre quotidien qui utilisent ces différentes disciplines d'IA associées ou pas entre elles. Par exemple, si je prends le traitement automatique du langage, je vais avoir en effet plusieurs applications. Par exemple, on en a parlé rapidement tout à l'heure, les chatbots, les robots conversationnels, qui ont beaucoup été boostés, on le verra, par une nouvelle phase de l'IA, l'IA générative, avec notamment ici l'outil ChatGPT. Concrètement, dans l'entreprise, c'est quoi? C'est des robots conversationnels qui vont être capables de pouvoir ingurgiter tout mon intranet, tous mes fichiers PDF, tous mes fichiers Word, et permettre à mes salariés, en une fraction de seconde, d'obtenir des réponses à des questions qu'ils vont poser autour de ces contenus. Ce qui va permettre, par exemple, de faciliter l'accueil des nouveaux salariés, la formation continue, ou tout simplement la recherche ou le partage d'informations. C'est intéressant de voir qu'au final, avec cette illustration-là, on n'a pas qu'une seule IA, mais plusieurs IA verticales spécialisées entre elles. Je vais prendre une autre discipline, séparément, juste la reconnaissance d'image. J'ai également plein d'applications, notamment dans la santé. La capacité, par exemple, de pouvoir prédire beaucoup plus précocement certaines maladies. Par exemple, dans cette illustration, la capacité pour l'IA de prédire 4 ans à l'avance un risque élevé du cancer du sein. J'associe la reconnaissance d'image avec la navigation autonome. Je vais avoir, par exemple, l'entreprise Abellio à Toulouse et ces drones qui ont aujourd'hui cette capacité de pouvoir aller survoler des champs agricoles et identifier les usines-zones où il va falloir remettre un petit peu d'eau ou un petit peu d'engrais et éviter ainsi du gaspillage. On va prendre la reconnaissance vocale qu'on va associer au traitement automatique du langage et avec de la synthèse vocale. Et là, je vais avoir aussi plein d'autres applications. Par exemple, les assistants vocaux dans les voitures. Aujourd'hui, c'est 70 millions de personnes aux États-Unis tous les jours qui utilisent cet outil pour parler avec leur voiture. Si je reviens en Occitanie, j'ai l'entreprise Spix Industries qui équipe aujourd'hui ses opérateurs sur le terrain avec un casque pour les accompagner
via la voix, via une IA, sur les différentes procédures qu'ils doivent mener à même le terrain. Il n'y a pas vraiment de limite sur les applications qu'on peut aujourd'hui développer avec ces différentes disciplines de l'IA, qu'on les associe ou pas entre elles. Et il y a aussi bien entendu des limites et des risques qui sont importants de conscientiser. Et ça aide aussi, même si ces limites et ces risques, on va le voir, ont tendance petit à petit à s'estomper avec l'avancée de nouvelles technologies, elles aident quand même à comprendre qu'est-ce qu'il y a justement sous le capot de ces différentes intelligences artificielles. Et donc c'est ce qu'on va aujourd'hui soulever pour essayer un peu de démystifier la bête, essayer d'avoir davantage d'outils pour pouvoir alimenter notamment son esprit critique sur ces nouvelles technologies. J'ai déjà donné une première définition de l'IA, je vous en donne une autre qui est beaucoup plus générale. On pourrait dire que c'est un outil qui traite de l'information pour prendre une décision. Ça revient un peu à définir l'informatique, dont les débuts remontent aux années 1940. On a donc traversé 3 grandes phases de l'IA. La première qui est l'IA déterministe, très robuste, on le verra. L'IA prédictive avec le fameux machine learning, qui a vraiment commencé à partir des années 2010, mais dont le concept a été créé dans les années quand même 1950. Et enfin, la phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui a commencé en 2017, mais qui a vraiment explosé, comme l'a dit Cédric, l'an dernier, notamment avec ChatGPT, Midjourney, DALL-E, tous ces grands noms qui occupent beaucoup aujourd'hui la scène médiatique. On va commencer par soulever le capot de l'IA déterministe, qui est en gros une phase dans laquelle, avec des règles et un langage de programmation, on va dicter, coder ce que doit prendre comme décision une machine à partir des informations que je vais lui donner. Si je prends un thermostat, je peux en effet coder le fait que, tiens, si la température que tu reçois est inférieure à 17 degrés, alors tu allumes le chauffage. Si c'est supérieur à 23 degrés, tu éteins. Très transparent, très logique, très robuste. C'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui pour faire voler des avions ou envoyer des fusées dans l'espace. C'est du solide, mais ce n'est pas exhaustif. Si je veux apprendre avec de l'IA déterministe, avec de la logique, à faire reconnaître une image de chien, j'aurais beau essayer de conceptualiser avec plein de règles ce que je pense être un chien, j'arriverai jamais à avoir un modèle robuste. Malheureusement, il y aura toujours des exceptions. Je vais me retrouver avec un chien avec malheureusement 3 pattes, par exemple, ce ne sera pas un chien pour la machine, ou sans poils, ça existe, ou un autre mammifère qui a ces mêmes caractéristiques, mais qui, in fine, n'est pas un chien. Qu'on n'arrive pas, avec notre logique, à conceptualiser sur une machine quelque chose, on ne peut pas le mettre en œuvre avec de l'IA déterministe. Donc face à cette limite, dont ici la reconnaissance d'image, mais aussi dans d'autres disciplines de l'IA comme la reconnaissance vocale par exemple, on a continué nos recherches sur le fameux machine learning, dont, je l'expliquais, la méthode a commencé à partir des années 50 et qui s'inspire de notre fonctionnement à nous. C'est du biomimétisme. On s'est en effet posé la question dans les années 50, comment ça se fait que dès notre plus jeune âge, avec juste 2-3 images de chiens, pouf, on arrive à reconnaître des chiens à vie, sans qu'on ait besoin de nous dire, attention, il faut que c'est 4 pattes, des yeux, une queue, une langue. Cette capacité extraordinaire de reconnaissance d'images humaines, on le sait, elle vient donc du fonctionnement extraordinaire de notre cerveau et plus précisément de nos réseaux de neurones, qu'on a donc essayé de comprendre et de copier sur une machine. On parle de réseau de neurones artificiels, qui est au cœur même, on va le voir, du machine learning, avec un problème qui est que, en fait, aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement comment fonctionne notre cerveau. Du coup, ce réseau de neurones artificiel n'est qu'une pâle copie de notre réseau de neurones biologiques. Et ce n'est pas uniquement avec 2-3 images de chiens, aujourd'hui, qu'une machine arrive à reconnaître un chien. C'est avec des milliers et des milliers d'images de chiens. C'est beaucoup moins performant que nous. Mais quand même, quelle est la magie derrière un réseau de neurones artificiels? Comment une machine peut arriver par elle-même à apprendre quelque chose que nous, humains, nous n'arrivons pas à conceptualiser avec notre propre logique? On va essayer de comprendre ça à travers un exemple que je vais présenter de façon assez caricaturale pour que cela soit accessible à tous. Et on va prendre l'exemple de l'algorithme de machine learning qu'utilise aujourd'hui La Poste pour détecter sur les enveloppes les codes postaux écrits à la main, pour router, sans intervention humaine, automatiquement, les lettres dans les bons centres de tri. On va voir comment on peut apprendre à une machine à reconnaître un 3. Comme pour les chiens, tout à l'heure, je vais avoir besoin de beaucoup d'images de 3, parce qu'on a tous notre propre façon d'écrire des 3. Et ensuite, je vais devoir le donner dans un format que la machine comprenne, donc dans un format numérique. Une photo de 3, c'est une image. Si je zoome sur cette image jusqu'au niveau du pixel et que je dis qu'un pixel blanc, c'est un 0, et
qu'un pixel noir c'est un 1, et ben, je peux dire que mon image de 3 c'est une suite de plusieurs 1 et 0. Et si toute ma collection d'images de 3 fait 50 pixels par 50 pixels, je peux dire précisément que toutes mes images de 3 que je vais donner à manger à mon réseau de neurones sont une suite de 2500 1 et 0. Donc là, j'ai commencé à constituer la première étape, c'est mon corpus d'entraînement. Avant de regarder comment mon réseau de neurones va utiliser ça pour apprendre à reconnaître des 3, regardons déjà, ou rappelons-nous, comment fonctionne déjà un neurone de façon isolée. Ça va peut-être vous rappeler vos cours de chimie au collège. C'est un neurone biologique, à gauche, c'est les entrées, c'est les dendrites, à droite, c'est la sortie, c'est l'axione. Un neurone artificiel, ça fonctionne comme un neurone biologique. Ça prend en entrée, ici, mes 2500 1 et 0. Et ça va faire, vous verrez, 3 opérations très simples. Première opération, en fait, il multiplie chacune de ces entrées par ses coefficients synaptiques, qui sont propres à chaque dendrite de chaque neurone. Deuxième opération très simple, il somme, en fait, ses produits. Là, il obtient 6. Et troisième opération très simple, il va juste comparer ce résultat avec sa condition de sortie. Est-ce que c'est supérieur à 5, ce qui est le cas ici? Oui, alors j'envoie un 1, sinon j'envoie rien, donc un 0. Voilà comment fonctionne un neurone artificiel avec 3 opérations successives très simples. Réseau de neurones, en fait, c'est rien d'autre que plein de neurones comme celui-ci interconnectés les uns avec les autres. On va parler de couches de neurones où les sorties d'une couche sont les entrées de la couche suivante. Donc, quand je vais prendre mes 2501 et 0, que je vais les envoyer sur mon réseau de neurones, la première couche, ça va avoir 2500 neurones qui vont faire ces 3 opérations très simples, qui vont envoyer des 1 ou des 0 sur la prochaine couche, etc., jusqu'à la toute dernière couche, qui aura ici qu'un seul neurone. Et je vais demander à ce neurone de me renvoyer une valeur comprise entre 0 ou 9. En fait, l'idée, c'est que si je lui envoie une image de 3, j'aimerais qu'en sortie, il m'envoie un 3 numérique pour me dire ah, « c'est bon, j'ai compris qu'il y a un 3 sur ton image ». Chaque neurone, ils ont donc leur propre coefficient. On parle aussi des paramètres du réseau de neurones. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont choisis de façon complètement aléatoire au tout début. Donc quand je vais envoyer mes 2500 1 et 0 qui vont se propager dans le réseau, en sortie au tout début, il va me sortir n'importe quoi. On fait le test, on envoie tout dans le réseau de neurones, et là, pouf, 7. Alors que moi, j'attendais un 3. Mais c'est là que va commencer l'apprentissage supervisé et automatique de ma machine. On parle de supervisé parce que la machine, elle sait que j'attends un 3, je lui ai dit. Du coup, elle peut toute seule identifier déjà son erreur. Elle voit qu'elle a fait en effet une erreur de plus 4. Et elle va pouvoir toute seule revenir en arrière et modifier ses différents coefficients. Donc là, le 5, regardez, hop, elle baisse à 4. Le 3, elle le baisse à 1. Elle baisse ses différents coefficients, puis après, elle va réitérer. Elle renvoie, pouf, 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 2. Bon. Elle a encore fait une erreur, mais un peu moins grande. Alors, elle recalcule toute seule son erreur, moins 1. Elle a peut-être un peu trop baissé ses coefficients, elle va les remonter un petit peu. Elle les remonte, paf, paf, paf. Et ensuite, elle réitère. Et elle va réitérer autant de fois qu'il faut pour arriver justement à la bonne réponse et calibrer ainsi ses paramètres, ses coefficients. Voilà un peu la magie. Derrière un réseau de neurones artificiels, derrière le machine learning. Comment une machine apprend? Elle apprend à partir de ses erreurs, un peu comme nous, mais en corrigeant derrière ses coefficients synaptiques, de façon totalement automatique. Donc on le voit, ça demande beaucoup de données. Plus je vais donner d'images de 3, plus elle va être robuste pour reconnaître n'importe quelle image de 3. Et ça demande aussi beaucoup de puissance de calcul. Parce qu'en fait, même si c'est des calculs très simples, il y en a énormément à réaliser en parallèle. Ce concept, il date des années, je le disais, 1950. Ça a été créé par des grands mathématiciens, comme Alan Turing. Là, il verse une petite larme parce que malheureusement, il n'a pas pu les voir se déployer. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas, comme en 2010, autant de données, autant de puissance de calcul à disposition. En 2010, l'avènement du big data, on produit 2 fois plus de données qu'on a produit depuis le début de l'humanité chaque année. Et puissance de calcul, la loi de Moore s'est confirmée. On a bien multiplié par 2 tous les 18 mois notre puissance de calcul. Donc on est armé en 2010 pour faire du machine learning. C'est très performant, ça permet de reconnaître des 3, des chiens, des voitures, des panneaux de signalisation, mais ça a aussi ses limites. Limites qui tendent à s'estomper, mais qui permettent encore une fois de bien comprendre le fonctionnement. Les limites, souvent, la principale notamment, elle vient du corpus d'entraînement. Et notamment, on parle de biais dans l'apprentissage. J'ai justement, autour des années 2012 même, c'était de faire reconnaître ce fameux chien à une machine, donc reconnaissance d'image. J'ai donc récupéré plein d'images de chiens sur Internet pour construire mon corpus. Et pour vérifier s'il était robuste, mon modèle, je lui ai montré des images de chiens qu'il n'avait jamais vues.
Alors cette image de chien, il a reconnu qu'il y avait un chien. Cette image de chien, il a reconnu qu'il y avait un chien. Cette image de chien, il n'a pas reconnu qu'il y avait un chien. Alors pourquoi? Alors vous devenez peut-être. En fait, dans mon corpus d'entraînement, j'avais mis plein d'images de chiens qui étaient à même le sol. Alors ils pouvaient courir, ils pouvaient être allongés. Ça pouvait être le sol d'une maison, le sol d'un jardin. Mais je n'ai pas pensé à mettre un chien dans le ciel. Et la machine, entre guillemets, elle est bête. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment que imiter ce qu'on lui montre. Et le concept chien plus ciel, ben pour elle, dedans, il n'y a pas de chien. Elle n'a pas voilà, notre intuition, notre sens commun. Elle ne fait que répéter ce qu'elle voit dans son corpus d'entraînement, qui n'était du coup pas assez exhaustif. C'est pour ça que j'ai un biais dans mon apprentissage et que mon modèle du coup est en échec. Alors l'échec là, il n'est pas dramatique, ça n'arrive pas souvent. Mais si j'apprends à ma voiture à reconnaître des panneaux de stop et que j'oublie dans mon corpus d'entraînement de mettre des stops qui ont par exemple été vandalisés avec des autocollants ou des stops voilà, où il y a beaucoup de neige dessus, et bien là, c'est un peu plus dramatique parce que la voiture risquerait de ne pas s'arrêter, la voiture autonome, à ce stop-là. Donc ça peut créer des erreurs aberrantes, ça peut aussi créer malheureusement des discriminations. Certaines populations qui ne seraient pas assez représentées dans des corpus d'entraînement. En résumé, pour ces deux premières phases, on a l'IA déterministe, on l'a vu, très robuste, très prévisible, assez économe en énergie, mais avec des limites. Tout ce qu'on ne peut pas conceptualiser sur la machine, on ne peut pas le faire avec du déterminisme. En contrepartie, on a du coup l'IA prédictive, qui permet davantage donc, de simuler des capacités cognitives et sensorielles humaines. Ça consomme plus d'énergie, on l'a vu. Ce n'est pas explicable. J'ouvre la machine, je regarde le réseau de neurones artificiels, je suis incapable de dire pourquoi la machine a pris telle ou telle décision. Il faut que je remonte souvent justement au corpus d'entraînement pour essayer de comprendre justement est-ce qu'il y a eu des biais ou pas dedans. Passons désormais à la troisième, actuelle et dernière phase de l'IA, qui est donc l'IA générative, et comment une machine aujourd'hui peut générer du texte, du code, des vidéos, des images. À partir notamment d'une instruction en langage naturel, on parle de prompt. Par exemple, crée-moi une image de chien sous la pluie. Boum. Comment une IA est capable aujourd'hui d'un tel réalisme, d'une telle prouesse? C'est ce qu'on va essayer à nouveau de comprendre. À travers à nouveau un exemple, on va prendre justement l'exemple de ChatGPT, qui est l'outil qui a rendu célèbre cette dernière phase de l'IA. Donc on va essayer de voir comment une machine peut apprendre à générer une réponse textuelle dans le cadre d'une conversation que j'aurai avec la machine. On va voir, on n'a pas complètement changé la roue. On va passer par 4 étapes et les 2 premières seront les mêmes que ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que la première étape, je vais devoir collecter plein de données, alors pas forcément des images de 3 parce qu'on n'est plus du coup sur de la reconnaissance d'images, mais du texte. Et là, tant qu'à faire, pour récupérer le plus de texte, le plus d'écrit possible, je vais prendre tout le web. C'est ce qu'a un peu fait ChatGPT. Pour vous donner un ordre de grandeur du corpus d'entraînement de ChatGPT, Wikipédia, ce n'est que 3% de sa base d'entraînement. Je vais ensuite, une fois que j'ai collecté toute cette donnée, devoir la retranscrire avec des 1 et des 0, comme tout à l'heure, pour que mon réseau de neurones derrière puisse s'entraîner dessus. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre l'alphabet, et à chaque lettre, je vais y associer une suite de 1 et de 0. On parle de vecteurs, des grands vecteurs, pour pouvoir bien illustrer toute la combinatoire qu'il est possible de faire avec un A, par exemple, pour construire des mots. Et je vais avoir donc différents vecteurs. Si je prends l'alphabet, les caractéristiques spécifiques au français et les chiffres, en fait, je vais me retrouver avec un vocabulaire de 40 vecteurs. Et avec ce vocabulaire-là, je vais aller prendre toutes les phrases que je vais trouver sur les différentes pages web et je vais les retranscrire avec cette suite de 1 et de 0. Par exemple, la phrase « Mon chat a mangé une souris », je vais la retranscrire avec une suite donc, de vecteurs. J'ai fini ma première étape, j'ai collecté mes données et je les préparé pour mon réseau de neurones. Deuxième étape, je vais entraîner mon réseau de neurones. Je coupe les phrases en deux et je vais l'entraîner en fait à compléter des phrases. Je ne vais pas tout de suite m'attendre à ce qu'il me génère une chaîne de caractères, une souris. Il va apprendre à le faire caractère par caractère. Et on va être à nouveau là dans un apprentissage supervisé. Donc je vais lui dire, écoute, il faut que le premier caractère que tu apprennes ici dans cet exemple, c'est un espace. Donc c'est supervisé, donc comme tout à l'heure, même histoire. Il va essayer du coup de corriger, d'adapter ces différents coefficients. Au début, il va me sortir n'importe quoi. Mais petit à petit, il va arriver à trouver, en termes de probabilité, en effet, après à manger, c'est souvent un espace, ou une virgule, ou un point. Et en corrigeant ces différents coefficients, il va pouvoir du coup le trouver. Et ensuite, caractère par caractère, il va continuer à trouver les autres caractères de ma phrase ici d'entraînement. Je vais ensuite lui donner toutes les autres phrases, donc toutes les autres phrases du web, ce qui est juste énorme en termes de quantité. Et pour qu'il puisse absorber cette quantité astronomique de données, il va avoir besoin d'un grand réseau de neurones, d'un réseau de neurones vraiment profond. On parle de deep learning, qui est un autre buzzword que vous avez sûrement entendu parler. Et un gros réseau comme celui-ci, ça a des centaines de milliards de coefficients. On parle de centaines de milliards de paramètres que le modèle va, comme tout à l'heure, calibrer
au fur et à mesure qu'il va ingurgiter des phrases à apprendre pour la complétion. On parle notamment, dans ces gros réseaux, on reviendra de Large Language Model. C'est vraiment des modèles très très grands. Les premières phrases qu'il va être capable de compléter, ce seront des phrases qui n'auront pas forcément du sens, mais qui auront une bonne orthographe, une bonne syntaxe, une bonne grammaire. Si je veux converger vers des phrases qui ont du sens, je vais m'appuyer sur une innovation qui est sortie en 2017. C'est pour ça qu'on a vu que la courbe IA générative a commencé en 2017. Cette innovation, elle nous sort des laboratoires de Google, et c'est le concept d'attention. En gros, l'idée, c'est que la machine, en regardant toutes ces phrases, elle va essayer de faire du lien entre les différents mots et se souvenir, par exemple, que tiens, le mot chat, il apparaît souvent dans les phrases où il y a le mot souris, beaucoup plus régulièrement que chat et château. Du coup, il va plus facilement associer le mot chat à souris et converger petit à petit à ce que le chat, enfin, mange la souris. Donc, c'est des gros modèles, je disais, on parle donc de LLM, Large Language Model, dont la fonction fondamentale est justement de compléter des phrases. Donc, quand j'ai arrivé à cette deuxième étape, à construire un modèle qui complète des phrases de façon assez cohérente, je passe à la troisième étape qui consiste à m'assurer que ces phrases vont être politiquement, moralement, éthiquement correctes. On va devoir faire de la modération humaine, parce que l'IA n'est pas capable de le faire toute seule aujourd'hui. Et du coup, on va faire appel notamment, malheureusement, à beaucoup d'humains. On parle souvent de ces usines de clics, où malheureusement c'est fait dans des conditions pas très valorisantes, où les humains vont devoir justement cliquer pour dire ça c'est correctement, politiquement correct ou pas. Concrètement, en fait, on va leur afficher les 3 complétions les plus probables que la machine aurait générées en se basant sur le web, où on sait qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ils vont passer leur journée à choisir la complétion la plus pertinente. En faisant de la sorte, ils vont petit à petit museler le modèle et s'assurer qu'ils répondent de façon la plus neutre possible, sans prendre de position politique, sans prendre de position religieuse trop forte, par exemple. Quatrième et dernière étape consiste en fait à transformer un modèle qui complète des phrases en un modèle qui tient une conversation, qui répond. Aujourd'hui, si vous allez sur ChatGPT et que vous dites « le chat a mangé », il ne répondra pas « la souris ». Il ne va pas faire de complétion. Il va dire « ah non, j'ai pas compris, dans une conversation, c'est pas très juste. Pose-moi, donne-moi davantage d'informations ». Et c'est tout le but en fait de cette quatrième étape. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en amont, on a rajouté un pré-prompt, une instruction, ce qu'on appelle aussi un prompt system, dans lequel on a initié un récit dont vous êtes le héros et où la machine tient une conversation avec vous. Et en fait, ce qu'elle fait, elle fait que compléter un récit. Voilà. Sa première question à l'humain, c'est « le chat a mangé ». Que réponds-tu? Je réponds « il semble que… » Non. En fait, on retombe sur nos pattes. La machine ne fait que compléter à nouveau un récit. Si vous faites une autre question, elle va continuer à compléter ce récit-là. Donc on est toujours au final sur un modèle de complétion, mais voilà, on a avec cette petite instruction en amont fait une pirouette pour donner la simulation d'une conversation. Voilà donc comment, de façon très caricaturale aujourd'hui, LLM comme un ChatGPT aujourd'hui fonctionne. Comme dans la précédente phase, c'est bluffant, c'est puissant, pour ceux qui ont pu tester, mais ça a aussi ses limites. Donc on va regarder les principales limites qui aussi, encore une fois, ont tendance à s'estomper. Une première limite, c'est que le modèle, quoi qu'il arrive, il va répondre. Même s'il n'a pas la réponse, il va répondre, et ce, d'un ton très affirmatif et très convaincant. En début d'année, vous pouviez poser cette question-là. Quand est-ce que l'astronaute Luc Tronsler, mais vous aurez pu utiliser votre propre nom également, a marché sur la Lune lors de la mission Apollo 11? Et ChatGPT répondait, d'un ton affirmatif, l'astronaute de la NASA, et rajoutait même la NASA, Luc Tronsler a marché sur la Lune le 20 juillet 1969. Alors que j'étais même pas né en 69. Mais voilà, un récit avec astronaute, Apollo 11, NASA, 1969, tout ça, c'est pas trop déconnant en termes d'imitation de ce qu'a pu voir ChatGPT dans sa base d'entraînement. Vous aurez pu aussi poser 32 plus 45, il vous aurait répondu 78. C'est presque ça. C'était 77. Mais encore une fois, c'est un système où il n'y a pas de logique, il ne sait pas calculer. Du coup, il fait que imiter des formulations de calcul qu'il a vues dans son corpus d'entraînement. Ce qui est juste intolérable en 2023, parce qu'une machine qui fait une erreur comme ça de calcul, ce n'est pas acceptable. Donc on parle là d'hallucination. En tout début d'année, OpenAI, qui est la société derrière ChatGPT, avait communiqué sur un taux d'hallucination. On était sur du 20%. C'est-à-dire que sur 10 questions, il y en avait 2 qui étaient fausses, mais données dans un ton très affirmatif, très convaincant. Ce qui, pour des non-experts sur le sujet questionné, pouvait les duper. C'est arrivé par exemple à un avocat aux États-Unis qui avait préparé son procès avec ChatGPT et qui s'est fait humilier lors de l'audience parce que il avait cité des textes de loi qui n'existaient pas.
que ChatGPT avait complètement halluciné, inventé, et il n'avait pas vérifié ses sources. Aujourd'hui, si vous faites un test, et si vous voyez si vous avez ou pas marché sur la Lune, ben, ça ne marchera pas, malheureusement, parce qu'il y a des correctifs qui ont été heureusement apportés. Sur le premier cas, il y a des boucles de renfort qui ont été mises en place. On a renforcé le concept d'attention. On vérifie si l'électron stellaire il est vraiment à la NASA, ce qui n'est pas le cas, en tout cas aujourd'hui. Et pour la partie calcul, eh ben, si vous faites un calcul, ChatGPT ne cherche pas à comprendre. Il ne va pas chercher dans ses réseaux de neurones, parce qu'il n'y a pas de logique. Il va faire appel à un système déterministe, une bonne vieille calculatrice. Donc le taux, il a sûrement dû baisser. On n'est peut-être plus à 20%, peut-être on est à 10-15%, il n'y a pas eu de nouvelle communication. Mais une façon, et c'est intéressant pour les entreprises, de bien restreindre et limiter ce taux d'hallucination, c'est d'au lieu d'aller chercher des réponses dans tout le web, ben on va la chercher uniquement dans sa base de connaissances en interne, sur son intranet. Et ça peut drastiquement faire baisser le taux d'hallucination, peut-être à 1%. Mais vous n'arriverez jamais, il faut en être conscient, à arriver à 0%. Parce qu'il est câblé, le modèle, pour halluciner en permanence, même si la majorité du temps, il dit vrai. Après, donc, pas mal de cas, vous direz, un modèle qui répond à 99% des temps correctement, bah, c'est quand même super. Mais dans d'autres cas, vous direz, oh non, le 1%, ça n'en vaut pas la chandelle. Et en tous les cas, il faudra bien sûr sensibiliser vos utilisateurs à ce concept d'hallucination et à cet esprit critique qu'il faut bien développer quand on reçoit des réponses. La deuxième limite, c'est plus un risque. Je ne vais pas trop la développer parce que je pense qu'elle sera plus abordée notamment dans la table ronde. C'est les sujets sur la sécurité et la confidentialité des données. On en parle beaucoup, c'est important. Le sujet, moi, je le vois de la façon suivante. En fait, sur vos salariés, il y a deux possibilités. Soit vous leur laissez accès, en effet, à ChatGPT, par exemple, en ligne, pour qu'ils génèrent leur propre contenu. Soit vous bannissez l'accès et vous leur donnez un accès plus sécurisé sur un cloud privé, par exemple, ou un serveur, où votre DSI, votre DPO vont pouvoir sereinement mettre en place les bonnes pratiques. Le gros débat, c'est surtout là, bien sûr, hein, où il faut, du coup, amener le DPO ou la DSI à bien sensibiliser vos équipes sur les risques qu'ils prennent à partager des données confidentielles, à la fois personnel et professionnel, sur ces plateformes en ligne. Je vais surtout donc me concentrer sur une dernière problématique, qui est celle de la propriété intellectuelle, qui fait aussi beaucoup de bruit actuellement. On s'est rendu compte que beaucoup de fournisseurs de LLM ont entraîné leur modèle en prenant des données qui étaient protégées par le droit d'auteur sans demander l'autorisation de l'auteur. Ça, c'est pas bien. Il y a des plateformes comme Getty Images, qui du coup ont plein d'œuvres justement protégées par le droit d'auteur, des photos notamment, avec des filigrammes, hein, pour bien montrer que c'est protégé, ils se sont fait piller beaucoup de ces données-là, malgré le filigrane, hein, qu'on a retrouvé du coup dans des images générées, c'est pour ça qu'on a compris d'où ils venaient. Et du coup, Getty Images, comme d'autres plateformes, sont en procès, aujourd'hui avec pas mal de fournisseurs de LLM. Cette image de chien sous la pluie, en effet, peut-être qu'une partie de ces pixels, peut-être 10%, je ne sais pas, aurait été, par exemple, inspirée, copiée de cette image de Sandra Schmidt. Et ça soulève deux problèmes. Le premier, c'est en fait cette traçabilité que je viens de faire, c'est très compliqué. De savoir qu'une photo, ou qu'un texte, ou qu'un code que vous générez via un LLM, il vient de telle ou telle source. Ça, c'est quasi compliqué, impossible à retracer. Mais même si j'arrivais à retracer ça, quel modèle économique mettre en place? Comment rétribuer Sandra Schmidt pour ces quelques pixels qu'elle a contribué dans la génération de mon image? Donc il y a plein aujourd'hui de débats et de régulations à venir en 2024 qui viendront certainement contraindre peut-être certains usages et essayer de rétablir un peu plus de justice, et c'est normal pour les auteurs. En synthèse, on a donc des modèles toujours plus puissants, mais aussi avec du coup un peu moins de robustesse, sur lesquels il faut être bien conscient, qui consomment aussi toujours plus d'énergie. Hein. Une requête sur ChatGPT, c'est 5 fois plus d'énergie consommée que sur Google. Se pose du coup aussi des fois la question, est-ce que pour une requête très simple, il ne faut pas mieux la réserver par exemple à un Google et une requête plus complexe à un LLM? Il n'empêche qu'ils sont quand même plus puissants et bluffants, et forcément, ils offrent des opportunités, et je finirai du coup ma présentation sur cette dernière slide sur les deux grandes opportunités que j'identifie aujourd'hui avec ces nouveaux modèles d'IA. La première, bon, c'est un peu une évidence, hein, mais c'est bien de le rappeler, c'est pour l'entreprise un gain de productivité grâce à l'automatisation des tâches que permet aujourd'hui l'IA. Et c'est d'autant intéressant que ces tâches qu'automatise de plus en plus l'IA sont des tâches de moins en moins valorisantes pour les humains. Je m'explique, ces tâches, si on arrive à les automatiser avec l'IA, ça veut dire qu'on a réussi à mettre un process dessus, un process bien huilé, bien standardisé, bien documenté, qu'il faut respecter à la lettre, et dans lequel il n'y a plus la place, in fine, à de la créativité, à de la spontanéité, à de l'empathie, à de l'esprit critique. Et donc, je dirais, c'est pas plus mal aujourd'hui si on les automatise sur une machine et qu'on laisse du coup les humains s'affairer à des tâches plus valorisantes, plus productives, dans lesquelles ces fameux soft skills seront davantage sollicités. Ça implique, bien entendu,
ça fait souvent malheureusement aussi défaut, de bien accompagner l'humain, de bien accompagner le salarié sur les impacts que cela aura sur son quotidien. Le deuxième bénéfice, je parle de découverte, en fait l'IA a cette capacité, on l'a vu, d'ingurgiter énormément de données et de faire du lien entre toutes ces données en une fraction de seconde. Ça, c'est une capacité, il faut le reconnaître, que nous les humains, on n'a pas. En tout cas, pas sur cette dimension astronomique. Un autre cas d'application du coup, pour illustrer ça, dans l'entreprise, imaginez vous donnez, voilà mes différents profils clients, voilà mes différentes offres, et bien l'IA serait capable en une fraction de seconde de proposer 20 façons de vendre telle offre à tel profil client pour telle raison et tel bénéfice. Ça, je trouve, c'est un outil qui est précieux. Quand on sait toute la donnée aujourd'hui qu'on a à disposition, de pouvoir comme ça avoir du lien entre les concepts et des options très pertinentes en une fraction de seconde. Cela peut permettre de développer davantage sa réflexion sur des sujets très stratégiques, de développer aussi sa créativité, ou encore tout simplement d'ouvrir le sujet sur l'exploration des possibles. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous aura donné en tout cas les outils pour alimenter davantage votre esprit critique sur ces nouvelles technologies. Alors il n'y a pas forcément d'obligation aujourd'hui à prendre, à monter dans le train de l'IA, mais il faut être conscient des limites et des risques si vous montez dedans, mais aussi des opportunités ratées si jamais vous restez sur le quai. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.